Alors, le Sahel, c'est une région qui est vraiment à un tournant. On a vu des coups d'État militaires qui promettaient de tout changer, de tout régler, mais qu'en est-il vraiment? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en se penchant plus particulièrement sur deux pays qui sont au cœur de cette crise, le Mali et le Niger. Oui, c'est vraiment la question centrale. D'un côté, on a des militaires qui arrivent avec cette grande promesse, ramener l'ordre, la sécurité. Et de l'autre, eh bien, la région semble plus instable que jamais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce une promesse simplement trahie ou est-ce que la réalité est bien plus complexe que ça? Allez, on décortique tout ça. Bon, pour commencer, il faut faire un petit état des lieux. Comment est-ce que cette prise de pouvoir par les militaires a concrètement changé la donne, surtout au Mali et au Niger? Alors, attention, première chose très importante, il ne faut surtout pas tout mettre dans le même sac. Les deux situations sont assez différentes. D'un côté, on a le Mali, où la junte hérite d'un conflit qui est déjà ancien, très complexe, et de l'autre, il y a le Niger. Là, le coup d'État est beaucoup plus récent, et franchement, le nouveau pouvoir donne l'impression de naviguer un peu à vue. D'ailleurs, pour le Niger, il y a une expression qui revient souvent et qui, je trouve, très parlante. On parle d'une transition sans boussole. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de plan clair, pas de feuille de route pour sortir de la crise. Et cette incertitude, elle a un effet paralysant sur tout le pays, que ce soit politiquement ou même, j'ai envie de dire, psychologiquement. Voilà, maintenant qu'on a posé le contexte, on arrive au cœur du problème. Ce fameux décalage, parfois immense entre les promesses et la réalité du terrain. Il faut bien se souvenir de leur argument numéro un, la promesse qui a, en quelque sorte, tout justifié, restaurer la sécurité. Et honnêtement, on peut comprendre pourquoi ce discours a pris. Il faut imaginer des populations qui sont à bout, complètement épuisées par des années et des années de violence. Seulement voilà, la réalité, elle, est brutale. Le retour sur Terre est difficile. Cette analyse sur le Niger, par exemple, le dit noir sur blanc. La situation sécuritaire ne s'est pas du tout améliorée, elle s'est même sensiblement dégradée. Et attention, ce constat, ce n'est pas juste un cas isolé, loin de là. En fait, on peut parler d'un double échec. D'abord, non seulement la sécurité n'est pas revenue, mais la situation a empiré. On voit que l'État perd le contrôle de pans entiers de son territoire. Et puis, il y a pire encore, notamment au Mali, où le régime est carrément accusé de violences ciblées contre certaines communautés. Et ça, évidemment, ça détruit complètement la confiance et, au final, sa propre légitimité. Alors, que se passe-t-il quand on est face à un tel échec? Eh bien, les régimes en place, ils changent de stratégie. C'est assez classique. Puisqu'ils n'arrivent pas à régler les vrais problèmes, ils vont essayer de changer la manière dont on en parle. Ils vont créer un tout nouveau narratif. Et au Mali, justement, la situation prend une tournure qui est particulièrement inquiétante. Les analystes utilisent un terme assez fort, celui de régime ethnocentré. Pour le dire simplement, ça signifie que le pouvoir en place va cibler et même s'attaquer à certaines communautés juste à cause de leur origine ethnique. C'est une stratégie de division extrêmement dangereuse, qui met en péril l'unité même du pays. Et là, on voit vraiment se dessiner une sorte de manuel du parfait petit régime autoritaire, si on veut. Le mode d'emploi est simple. Quand les choses vont mal, on ne change surtout pas de cap. Non, on désigne un coupable. Ça peut être l'étranger, l'ingérence extérieure, ou alors l'opposant politique qu'on va très vite qualifier de terroriste. Le but, c'est de diviser pour mieux régner, et bien sûr, de faire taire toute contestation en restreignant les libertés. Au Niger, il y a un autre gros problème qui vient fragiliser la junte. C'est le sort de l'ex-président, Mohamed Bazoum. Il est toujours détenu sans qu'il y ait de procédure judiciaire claire. Et là, il y a une vraie contradiction. Comment est-ce qu'on peut se présenter comme le garant de l'ordre et de la loi tout en bafouant les principes les plus élémentaires de la justice? C'est une question qui pèse lourd et qui affaiblit leur position, aussi bien sur le plan moral que politique. Ok, maintenant, je propose qu'on prenne un peu de recul. Parce que ces crises, évidemment, elles ne sortent pas de nulle part. Elles ont des racines très profondes, qui sont à la fois historiques et aussi internationales. Prenons l'exemple du Mali. Cette chronologie, elle est vraiment éclairante. On voit que le conflit n'a rien de nouveau, ça remonte même à l'époque coloniale. Puis, il y a eu un vrai espoir de paix en 2015 avec les fameux accords d'Alger. Mais la junte actuelle, elle les met complètement de côté. Et pire que ça, on a l'impression qu'elle se sert de ce conflit pour attiser un sentiment nationaliste et au final pour consolider son propre pouvoir. Et la communauté internationale, on en parle? Qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça? Eh bien, les analyses qu'on a pu consulter sont assez claires là-dessus. Son silence est souvent assourdissant. En continuant de collaborer avec ces régimes sans poser de conditions vraiment fermes sur le respect des droits humains, elle devient de fait une sorte de complice des abus qui sont commis sur le terrain.
Et d'ailleurs, sur la scène internationale, ce n'est pas beaucoup plus simple pour eux. La diplomatie du Niger, par exemple, est décrite comme étant erratique, un peu improvisée, ce qui a pour conséquence de les isoler de plus en plus. Et même leur grande alliance régionale, l'Alliance des États du Sahel, l'AES, eh bien, elle est censée être un bloc super solide, mais en réalité, elle est minée par des divergences, par des tensions internes. Bon, le tableau est assez sombre, on est d'accord. Mais alors, est-ce qu'il y a une issue possible? Est-ce qu'il y a des solutions? Les experts proposent bien sûr des pistes, mais il faut être clair, il n'y a pas de solution miracle, pas de baguette magique. Chaque pays va devoir trouver sa propre voie. Et le point vraiment clé ici, c'est qu'il faut du sur-mesure. On ne peut pas appliquer la même recette partout. Pour le Mali, par exemple, avec sa longue histoire de tensions régionales, une des pistes évoquées, c'est un système fédéral, ou en tout cas des autonomies négociées. L'idée, c'est de mieux respecter la diversité culturelle du pays. Pour le Niger, l'enjeu est un peu différent. Là, ce qui est crucial, c'est de définir d'urgence une feuille de route qui soit claire et surtout inclusive, pour éviter de tomber dans la même impasse que le voisin malien. Et ça nous amène au défi, je dirais, ultime pour la junte nigérienne. C'est une chose de prendre le pouvoir par la force, d'avoir ce qu'on appelle un pouvoir de fait, mais c'en est une autre, bien plus difficile, de transformer ce pouvoir en un pouvoir utile. Un pouvoir qui réforme, qui reconstruit, qui sert vraiment le pays. Tout l'enjeu, il est là. On termine donc sur cette grande question qui reste ouverte. Le Sahel est véritablement à la croisée des chemins. D'un côté, il y a le poids d'un héritage complexe, les échecs du passé, de l'autre, un présent plein d'incertitudes, et finalement, la capacité de ces pays à rompre avec les vieilles logiques pour enfin construire un modèle de gouvernance qui soit adapté à leur propre réalité, eh bien, c'est de ça que dépendra l'avenir de toute une région.